Mais depuis quand? Les images qu'on a vues hier ressemblent plus à des images de favela, aux alentours de stades brésiliens ou africains. L'homme aurait couru après les enfants avec sa carabine en criant « Dehors les Noirs et les Arabes ». L'auteur présume... C'est devenu normal. C'est important de rappeler que l'Homo sapiens, nous sommes des mammifères sociaux et de la famille des grands singes. Quand j'ai relayé la demande d'une députée macroniste, vous voyez, elle n'est pas de mon camp, elle n'est pas raciste. Une personne n'est pas de votre camp, donc n'est pas raciste. Bon, il y a 15 ans, ça valait une condamnation et une polémique directe. Aujourd'hui, Zemmour dit ça. Aujourd'hui, les HLM sont devenus le terreau d'une islamisation du pays. Et personne ne dit rien. Pourquoi? C'est pas qu'on est tous devenus fous, enfin, c'est le cadre qui a changé. Et ce cadre, c'est la fenêtre d'Overton, l'ensemble des idées acceptables par l'opinion publique. Alors forcément, cette fenêtre est une arme médiatique énorme. Elle définit chacune de tes réactions, et ça, que tu le veuilles ou non. Mais le problème, c'est pas qu'elle existe. Le problème, c'est qu'elle dérive, et ça depuis 10 ans déjà, à l'extrême droite. Et alors comment? Pourquoi? Eh ben, c'est ce qu'on va voir. Bon, vous l'avez compris, Bardella n'est pas vraiment de gauche. Mais c'est pas pour autant que le monde ne subit pas une montée de l'extrême droite. Tiens, regarde cette carte de l'Europe par exemple. En rouge, les pays qui sont sous l'extrême droite. Et en bleu, les pays dont l'extrême droite fait plus de 20% aux élections. Et ça s'arrête pas à l'Europe, hein. On voit partout des partis classés à l'extrême droite prendre de la place dans le débat public. Comme aux États-Unis, alors qu'ils disent être la meilleure démocratie du monde. Ou encore en Argentine, avec Javier Milei, alors qu'il surmonte plus sa dette. Tout ça, ça engendre un biais chez nous, le biais de contraste. Quand Trump dit que le réchauffement climatique n'existe pas, Marine Le Pen paraît presque modérée avec sa priorité nationale, alors qu'elle est d'extrême droite au même titre que lui. Quand Zemmour dit qu'il faut franciser les prénoms comme si certaines personnes n'étaient pas dignes d'être françaises, le RN et son droit à l'islamophobie paraissent presque cool. Ils font des discours toujours plus gros, toujours plus haineux, toujours plus radicaux, et d'un autre côté, les fascistes d'hier deviennent les modérés d'aujourd'hui. Y a qu'à voir la France actuelle, alors que le RN monte en bloc dans les sondages, les gens de droite modérée votent Retailleau, alors qu'il dit à bas le voile. Et même en dehors du biais cognitif, quand des rhétoriques étaient vues comme fascistes ou choquantes il y a 20 ans se retrouvent dans des propositions de loi aujourd'hui, on voit bien que de l'extrême droite découle un déplacement de la fenêtre d'Overton. Mais l'extrême droite ne monte pas toute seule dans les sondages. En fait, si elle monte, c'est en partie grâce à une chose. 139. C'est le nombre d'apparitions de Zemmour dans la presse française chaque jour pendant le mois de septembre 2021. C'était la deuxième personnalité politique la plus citée de France, derrière Macron, alors qu'il avait même pas présenté officiellement sa candidature à l'élection présidentielle de 2022. Voilà où elle est la surexposition. On veut faire du stat, on veut faire des chiffres, alors on invite le premier polémiste d'extrême droite et peu importe ce qu'il peut dire, du moment que ça fait de l'argent. Et ce phénomène, il est vraiment pas anodin. Il se base sur l'effet de vérité illusoire, la tendance à croire qu'une information est vraie à force d'être répétée. Plus on va te dire il y a plus de punaises de lit aujourd'hui, je vais poser toutes les questions. Il y a beaucoup d'immigration en ce moment. Est-ce que c'est des personnes qui n'ont pas les mêmes conditions d'hygiène que ceux qui sont sur le sol de France? Plus tu vas y croire, alors que c'est faux. Et te dis pas, ah c'est bon, on n'est pas assez débile pour y croire. Parce que ça a rien de débile. Quand on te répète à longueur de journée que on n'est plus chez nous, ou que la France donne tout aux étrangers, et ben on finit par y croire. Surtout quand l'information va tellement vite qu'on n'a même pas le temps de checker ça qu'une nouvelle polémique éclate. Mais pour ces médias, ça a l'air d'être normal. Un débat Mélenchon-Zemmour, c'est 3,81 millions de spectateurs. Alors bon, ce que monsieur Zemmour peut dire comme connerie, on s'en fout. Et les conséquences sont là. Durant tout le mois de septembre 2021, Zemmour a pris plus 7% dans les sondages. C'est du jamais vu. Jamais un candidat n'a connu en si peu de temps une telle évolution, a dit l'institut de sondage qui a réalisé l'enquête. La surexposition médiatique est donc complice de l'extrême droite. Mais pour avoir une si grosse représentation de ces polémistes, c'est pas juste une question de statistiques. C'est une question de ligne éditoriale, souvent basculée par le rachat des milliardaires. Stop! Mais au fait, ça te dirait d'apprendre à faire de bonnes vidéos? Non, parce que tu vois, cette vidéo-là, je l'ai faite grâce à MS. MS, c'est une communauté de youtubeurs professionnels comme Kélian, Litsou, Palmito ou encore Loan LV et plus de 2000 autres créateurs de contenu qui sont là exclusivement pour s'entraider et améliorer leurs vidéos. MS, ça m'a vraiment aidé. Regarde, c'est ma première vidéo et je sais que sans eux, j'aurais jamais pu faire ça. Dans MS, il y a des conférences chaque semaine qui t'expliquent l'envers du décor des réseaux avec des invités comme Natop ou Fuse3 qui t'expliqueront tout ce que tu as besoin de savoir sur la création de contenu. Et grâce à leur système de streaming, de conférences ou de formation, tu peux emmagasiner un maximum de connaissances avant de te lancer sur les vidéos. Ça coûte seulement 360 € par an, payable en 4 fois sans frais. Passe par mon lien en description, ça coûtera pas plus cher mais ça me permettra de toucher une petite commission. Si tu veux y aller, c'est maintenant. Après, ça ferme le 7 juin et c'est fini. Et en plus de ça, si t'es vraiment chaud, tu peux rentabiliser ton abonnement en 2 ou 3 mois en vendant tes services sur le serveur. Bon, ça va pas t'apprendre à devenir multimilliardaire et à contrôler des médias, mais au moins tu pourras vivre de ta passion. Et justement, revenons à nos milliardaires. Là, on est en 2021, on va commencer doucement la campagne présidentielle de 2022, donc tous tes contacts, tu les oublies, puisqu'à partir de maintenant, on ne va plus faire que du muslim. Voilà où on en est. Un directeur de la formation qui donne des consignes éditorialistes basées sur la religion.
Mais chez CNews, c'est pas juste une lubie d'un directeur qui a été dégagé juste après. Non, les stats sont là. Le mot islam a été prononcé 30 993 fois en 4 ans, soit une moyenne de 1 fois toutes les 70 minutes, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et si ça c'est possible, c'est parce que la chaîne a un agenda politique très précis. En fait, le vrai problème, c'est le rachat des médias par les milliardaires. Rodolphe Saadé, Vincent Bolloré, Bernard Arnault ou encore Xavier Niel, vous les connaissez tous. Et ils contrôlent à eux seuls 90% des médias. Alors attention, je dis pas que les journaux d'opinion devraient pas exister, mais quand on dit plus de 30 000 fois le mot islam sur une chaîne, c'est plus de l'opinion. Mais ils s'en cachent même pas. Bolloré dit même « J'utilise mes médias pour mener mon combat civilisationnel ». Sous prétexte identitaire et nationaliste, ils rachètent tout. Maison d'édition, journal, chaîne télé, rien n'est laissé de côté. Prenons Fayard, une célèbre maison d'édition. En 2023, elle est rachetée par le groupe Bolloré. Et depuis, elle publie des livres comme Ce que veulent les Français, le torchon autobiographique de Bardella. Alors qu'à 20 ans, elle vendait du Guy Debord, un philosophe très à gauche. Et de l'autre côté, le rachat des chaînes de télé crée un autre problème, la fin du cordon sanitaire. Alors ce terme, vous l'avez déjà sûrement entendu du côté de nos amis belges, ça désigne le fait de pas donner la parole à l'extrême droite dans les médias. Regarde, en 2002, alors que personne les y obligeait, quand Jean-Marie Le Pen est qualifié au second tour de l'élection présidentielle, la presse française n'a rien attendu pour alerter sur les dangers de l'extrême droite. Ils le faisaient parce que c'était leur rôle. Bon, aussi parce que ça rapportait un peu d'argent. Aujourd'hui, le RN est à 30% dans les sondages. Et personne ne dit rien. On a encore Pascal Pro sur CNews qui dit que s'il y a une extrême gauche, je suis pas sûr qu'il y ait une extrême droite représentée à l'Assemblée nationale en France. Mais c'est pas tout. Pour reprendre l'exemple de Bolloré, il a racheté récemment l'institut de sondage, le CSA. Quand un milliardaire rachète un institut de sondage, c'est pour deux choses. Orienter et manipuler. Bah oui, et quand un milliardaire rachète un institut de sondage, c'est pas pour se demander quelle est la pizza préférée des Français, mais plutôt pour se demander est-ce que la justice est trop laxiste en France juste après un meurtre pour jouer sur l'émotion. Et bien sûr, ces stats tronqués sont utilisés par le reste de ces chaînes télé. La boucle est bouclée. Et puis ces chaînes là, CNews, Europe 1, en plus d'être extrême droite et de modifier leurs chiffres, elles n'arrêtent pas de parler de la même chose constamment 24 heures sur 24. Le brainwashing. Ouais, revenons à des notions un peu plus compliquées. Le fait de t'enlever ton propre esprit critique par plein de procédés manipulatoires. Et l'info en continu, c'est le parfait outil pour ça. Toi aussi dans ta famille, t'as sûrement ce mec un peu raciste qui t'explique que les immigrés volent notre travail, que la France donne tout aux immigrés, qui est contre tout, qui déteste tout, qui a peur de tout. Et bah c'est ça le brainwashing. C'est pas de sa faute, hein, on lui répète continuellement que la gauche est fasciste, que les arabes et les musulmans volent tout, qu'ils s'intègrent pas. Et lui, bah à force de rester collé sur sa télé par isolement social, et bah il finit par y croire. Et tout ça, ça passe par des trucs qui, côte à côte, ne veulent pas dire grand chose, comme par exemple Pascal Pro qui dit Je vais poser toutes les questions. Il y a beaucoup d'immigration en ce moment. Est-ce que c'est des personnes qui n'ont pas les mêmes conditions d'hygiène? C'est déjà du brainwashing, parce que mis bout à bout, ça t'enlève ton esprit critique. Puis regarde, prends CNews, Europe 1, toujours les mêmes intervenants, 24 heures sur 24, les mêmes thèmes, les bandeaux alarmistes. Le cerveau finit par cramer, par ne plus en pouvoir et c'est fini. C'est ce qu'on appelle la désensibilisation. Ton cerveau est littéralement formaté pour penser ce que veulent les médias d'extrême droite. Et les chiffres sont là, 38% des gens ressentent une anxiété face à l'information. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'au-delà du brainwashing, l'information en continu crée un vrai décalage entre la perception des stats et la réalité. Selon Ipsos, on estime à 21% la part d'immigration en France alors qu'elle est que de 10,7. À force d'inonder leurs auditeurs de titres putaclic, les chaînes d'information en continu créent toujours plus de distance entre le réel et le perçu, pour créer toujours plus de peur, toujours plus d'anxiété. Mais si ces chaînes sont déjà un problème du point de vue de leur business model, parfois leurs intervenants utilisent des bouts de phrases, des rhétoriques qui font réagir des groupuscules radicaux et qui passent inaperçus aux yeux du grand public. L'intime conviction me dit que oui, car il y a à mes yeux trop d'indices concordants pour permettre à la meute médiatique occidentale dont nous savons qui la contrôle de me convaincre du contraire. Donc j'ai une question à vous poser. Qui contrôle la meute médiatique? C'est la communauté que vous connaissez bien. Voilà l'exemple parfait de ce qu'on appelle le dog whistle. Le message codé qui parle à certains groupes radicaux mais pas au grand public. Trouver des noms aux juifs, c'est pas nouveau, c'est de l'antisémitisme, c'est débile, mais c'est vraiment le niveau zéro de la haine du juif. Mais alors qu'on semblait pouvoir identifier les dog whistles jusque là, ces dernières années ils reviennent à la charge. Et ouais, tu crois vraiment que les saluts nazis d'Elon Musk c'était pas fait exprès? Tu penses que cette affiche là de l'AfD c'est un hasard? Mais le problème c'est que ça marche. On peut naïvement penser que nos lois sur le racisme, l'antisémitisme ou la xénophobie sont assez fortes, mais non. Elon Musk, il faut le prendre avec des pincettes, il disait bonjour à la population. L'AfD, bah, c'est qu'une affiche, ils ont peut-être pas fait exprès. Le bon soupçon, ok. La crédulité, non. La politique c'est vicieux, c'est pas le monde des bisounours, tout est calculé, millimétré avec précision. Mais le plus gros problème du dog whistle c'est qu'il est transpartisan. Quand Mélenchon dit ça, Epstein. Ah, je voulais dire Epstein. Pardon.
Ça fait plus russe. C'est déjà du dog whistle. Quand Gabriel Attal dit ça, faut très vite que nous nous remettions à parler de la France aux Français. C'est déjà du dog whistle. Mais le problème du dog whistle, c'est qu'il crée deux niveaux de lecture d'un discours. Parce que parler à un facho convaincu, ça change rien. Ils savent déjà ce qu'ils pensent. Mais ça crée toujours un mensonge constant, une semi-vérité permanente. Tout le monde peut passer à côté de quelque chose et sans faire exprès cautionner le basculement de la société. Mais s'il y avait pire que ça quand même. Pire que la demi-vérité, pire que la surexposition médiatique. Et s'il y avait un groupe de multimilliardaires qui avait comme projet de faire monter l'extrême droite au pouvoir en 2027. Périclès, ou alors patriotes, enracinés, résistants, chrétiens, libéraux, européens, souverainistes. À eux seuls, ils représentent toute la sphère multimilliardaire française. Sterrin, Bolloré, ils y sont tous. Mais Sterrin en est la pièce maîtresse. Ils ont qu'un objectif, faire passer le RN au pouvoir en 2027. Et pour ça, ils s'infiltrent partout où ils peuvent. On parle de rachat d'écoles de journalisme, de rachat de médias en masse, d'instituts de sondage, de financement, de dîners avec des membres du RN. En 2024, Sterrin, Arnaud et Bolloré rachètent l'ESJ, l'école supérieure de journalisme, avec comme ligne directrice redorer l'image des ultra-riches. Le nouveau président affirme être dérangé par la connotation trop négative des journalistes économiques des milliardaires. C'est pas pour rien qu'un proche de Sterrin dit ça. Pierre-Édouard Sterrin, c'est aussi le nouveau propriétaire du Canon Français, une entreprise qui fait des grands banquets. Sauf que dans ces grands banquets, il y a des trucs assez dingues, des saluts nazis, des chants négationnistes, des insultes racistes, homophobes, ça fait peine à voir. Et quand on demande au cofondateur du Canon Français ce qu'il en pense, il dit ne pas avoir vu de salut nazi. On en est là. Quand Périclès arrive, tout part en vrille. Mais c'est pas tout. Dans le but de promouvoir leurs idées nauséabondes, ils ont fait un sommet des libertés avec tous les représentants de l'extrême droite française, Marion Maréchal, Éric Ciotti, Sarah Knafo et bien sûr Jordan Bardella. Alors t'en fais ce que tu veux. Mais bon, inviter toutes ces personnalités représentatives de l'extrême droite française et appeler ça le sommet des libertés, c'est de la novlangue. Et bien sûr, ils font ça 2 ans avant les élections présidentielles en 2025. Tout ça, c'est quand même pas passé inaperçu et une commission d'enquête parlementaire a été ouverte. Mais devine quoi, Sterrin n'y a pas été. 3 fois. Donc en gros, on a une poignée multimilliardaires français qui achètent tout, journaux, médias, chaînes télévisées, et qui ne viennent même pas quand la représentation nationale les convoque à une enquête parlementaire. Et tout va bien, ça passe. Bref, tu l'as compris, la fenêtre d'Overton bouge à l'extrême droite. Et pas qu'un peu. Et à cause de ce décalage, la gauche prend un sérieux coup. Il y a 2 cas de figure. Soit les partis de gauche se droitisent pour garder leurs électeurs et finalement basculent au centre. Je veux dire, regardez le PS qui a failli voter la loi Yadan. Ou encore le PCF qui étudie le fait de soutenir De Villepin à l'élection présidentielle. C'est pas de la gauche. Soit ils assument mais se font diaboliser comme LFI. Ils sont décrits comme fascistes, antisémites, d'extrême gauche alors que leur programme est comparable à celui du PS dans les années 80. Bon, on est bien d'accord, Mélenchon n'est pas tout rose. Quand il dit que Taïwan est chinois, c'est chaud. Quand il refuse d'assumer que Maduro était un dictateur, ça aussi c'est une tentative d'ouvrir le débat de force et de faire basculer la fenêtre d'Overton. Mais en attendant, le résultat est là. La gauche se meurt petit à petit, pendant que les partis de droite et d'extrême droite ont carte libre pour dire ce qu'ils veulent. Ce qui amène Retailleau à dire qu'il y a des Français de papier. Mais ça a pas toujours été le cas. Regardez en 1980, le maire de Vitry-sur-Seine laisse une 50aine de militants aller fracasser un camp de réfugiés immigrants. On parle de coups de bulldozer et de murages d'issues. Tu vas te dire, bon, encore un maire d'extrême droite qui fait n'importe quoi. Eh ben non. C'était un maire communiste. Il y a 40 ans, être anti-immigration, c'était de gauche. Bardella était de gauche. Donc on voit bien qu'au fur et à mesure du temps, la fenêtre d'Overton bouge de gauche à droite. Mais c'est jamais une bonne chose. Ça enlève de la nuance, ça ajoute du flou pour rien et ça normalise des idées qui ne devraient pas être normalisées. Mais bon, maintenant c'est bien beau tout ça, on a défini la fenêtre d'Overton, on a vu ses processus. Mais comment on fait réellement pour s'en sortir? Comment on fait pour s'échapper de ça alors qu'elle joue même sur notre cerveau? S'il y a bien une chose qui est claire, c'est que pour sortir des schémas de pensée de la fenêtre d'Overton, il faut éveiller son esprit critique. On en parle beaucoup, mais en vrai on en manque cruellement. Je t'englobe toi aussi, parce qu'on se dit souvent que notre esprit critique est mieux que les autres. Mais en réalité, c'est quand la dernière fois que t'as checké une information que t'avais sur TikTok? C'est quand la dernière fois que t'as vérifié une information qui venait de ton propre camp? Mais c'est pas grave, j'ai quelques exercices qui vont t'aider à développer ça et vite. Parce que l'échéance c'est dans 1 an. Déjà, s'il y a un moyen vraiment facile pour s'ouvrir l'esprit, c'est la lecture. Alors la littérature d'idées, oui, mais n'importe quel genre de littérature du moment que tu lis. Ça raconte différents points de vue du monde que tu n'aurais pas vu d'une manière empirique. Et ça te fait prendre de la hauteur de vue sur une situation que tu ne pourrais juste pas avoir. Regarde, selon une étude de l'université Emory, lire entraîne une meilleure compréhension des points de vue. Lire entretient donc ta capacité à comprendre l'autre. Et c'est la base pour avoir un avis politique stable et durable. Alors tu vas sûrement dire, ouais ok, mais par où je commence, je sais pas quoi lire. Et bah c'est simple. Tu prends ces livres, Reconnaître le fascisme d'Umberto Eco et Résister de Salomé Saké. C'est les meilleurs points de départ pour comprendre comment des régimes politiques dangereux peuvent venir au pouvoir. Après ça, tu pourras t'orienter vers des trucs un peu plus compliqués comme des atlas ou des ouvrages de Pascal Boniface, géopolitologue. Comme on l'a vu plus tôt, c'est pas pour rien que les multimilliardaires achètent les maisons d'édition. La lecture, c'est le meilleur moyen de faire passer ses idées. À toi d'en faire bon usage. Mais ça suffit pas parce qu'en soi, même si tu lis, tu restes bloqué sur un moyen assez solitaire de te faire une idée. C'est pour ça qu'il faut le combiner avec le débat. Va voir tes amis,
amis, ta famille, tes proches et demande-leur un avis sur une actualité politique et débat-en. C'est même un des conseils que la Boétie donne dans le discours de la servitude volontaire. Discuter pour ne pas se laisser faire par la tyrannie. Alors ça peut être un peu sanguin, mais le débat c'est vraiment salvateur. Et parfois tu peux même te rendre compte que t'avais faux sur toute la ligne depuis le début. Après il y a aussi fondamentalement de bonnes et de mauvaises façons de s'informer, comme par exemple le fait de regarder CNews, c'est une mauvaise façon de s'informer. Mais je vais te donner quelques sources, par exemple Humanité, Mediapart, Pascal Boniface. Si tu veux une façon de t'informer sur le réseau, va voir le compte Instagram Géopoliticon, c'est très pertinent. Et puis bien sûr, il y a aussi dans un autre style l'esprit critique. Mais vraiment, si je peux te donner un conseil, c'est lâche les chaînes des multimilliardaires. Ça ne t'apporte rien, juste du bourrage de crâne. Et n'oublie pas, sors en ville, va voir les gens, va regarder, va discuter. Les gens ne sont pas aussi fous que ce que tu crois. Faut que tout le monde se calme. Enfin bref, un grand merci à MS d'avoir sponsorisé cette vidéo. Clique sur mon lien en description si tu veux apprendre à faire de bonnes vidéos et marcher sur YouTube. Ça donne pas de recette magique, mais je t'assure que tu feras de bonnes vidéos dans moins de 6 mois si tu t'y mets sérieusement. En attendant, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao.